Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les titres. Les acteurs de la justice centrafricaine ont pris part à une session de sensibilisation sur la protection des femmes et des enfants contre les accusations de pratiques de sorcellerie. L'activité a été initiée par le ministère de la Justice, de la Promotion des droits humains et de la bonne gouvernance en appui avec l'ONU Femmes et la MINUSCA. L'éducation est indispensable à l'enfant. L'enfant vivant avec handicap physique ou mental a le droit de bénéficier de soins spécifiques ou d'une éducation appropriée et intégrée à la formation, à la rééducation, aux activités récréatives et à une préparation à l'emploi. Un atelier de validation du document de stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique a été organisé par le ministère de la Promotion du genre, de la femme, de la famille et de l'enfant avec l'appui de la Croix-Rouge centrafricaine à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bonsoir. Des femmes âgées ou des enfants sont accusés de pratiques de sorcellerie. Ils sont victimes de la justice populaire et parfois enterrés vivants, brûlés vifs ou encore chassés de leur communauté. C'est l'objet de cet atelier qui a réuni les magistrats, les officiers de police judiciaire et les agents pénitentiaires afin de renforcer leurs capacités sur la protection, la prévention des vindictes populaires et les détentions sur base d'accusations de pratiques de sorcellerie. Serge Koswati et Merveille Mada étaient présents. Le ministère de la Justice, de la Promotion des droits humains et de la bonne gouvernance a organisé le jeudi 14 juillet 2022, en collaboration avec l'ONU Femmes et la police de la MINUSCA, une session de sensibilisation à l'endroit des acteurs de la justice sur la protection des femmes contre les accusations de pratiques de sorcellerie. Les travaux de cet atelier ont été lancés par le chargé de mission du dit ministère, Jacques Ouattara, en présence du chef de la composante de police de la MINUSCA, le commissaire Christophe Bizimungu et du représentant résident de l'ONU Femmes, Salvador Kuruzinza. Nombreuses femmes, surtout celles issues de la catégorie des personnes âgées, sont enterrées vivantes, brûlées vives ou même chassées de leur communauté sur la base des accusations de sorcellerie. Ce phénomène assez répandu en République centrafricaine, mais aussi en Afrique comme partout ailleurs, n'est pas assez documenté pour permettre de disponibiliser des données spécifiques sur ces accusations. Cet atelier vise à renforcer la prudence des magistrats et juges dans le traitement des litiges liés aux accusations de la pratique de la sorcellerie, à renforcer la vigilance des officiers de police judiciaire sur la prévention de la violence au sein de la communauté. Il vise aussi à prévenir les violences faites aux femmes en lien aux accusations de pratiques de sorcellerie et à outiller les acteurs de la chaîne pénale pour un meilleur traitement des litiges en matière de sorcellerie et de charlatanisme conformément à la loi. Le principe de la présomption d'innocence, qui est un des droits fondamentaux de la personne, exige à ce qu'une personne poursuivie par la justice soit condamnée afin qu'il soit déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Or, l'on constate que dans le contexte actuel, marqué par une forte propension de la population à défier l'autorité de l'État par des actes de barbarie et de violence, face à cette situation, autant pour moi, un accent particulier doit être mis sur la poursuite systématique des auteurs des violences à l'égard des personnes présumées auteurs des pratiques de charlatanisme ou de sorcellerie. En République centrafricaine, la pratique de sorcellerie associée au charlatanisme est définie et sanctionnée en tant que délit de crime par les articles 149 et 150 du Code pénal centrafricain. Cependant, les preuves sont difficiles, voire impossibles à établir, et les victimes sont souvent exposées à la verdict populaire. Les articles 149 et 150 du Code pénal centrafricain qui répriment les crimes de sorcellerie, dans ce texte-là, il y a beaucoup de lacunes. Le législateur n'a pas pris le temps de définir les pratiques qu'il qualifie de pratiques de sorcellerie et de charlatanisme. Donc, sur le plan juridique, déjà, le magistrat que nous sommes, le technicien que nous sommes, avons des difficultés à appliquer, n'est-ce pas, cette loi
pour ce qui concerne les accusations de sorcellerie. Donc, le premier travail qu'il convient de faire ici, c'est d'abord de toiletter cette loi. Plusieurs thématiques ont été exposées au cours de cette session, notamment la nature et forme de la sorcellerie dans les débats judiciaires, la prévention de la verdict populaire et des détentions injustes sur base d'accusations de sorcellerie et les mots de preuve en matière pénale. Les thématiques inscrites au débat sont très importantes et qu'à l'issue, j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Plus précisément concernant la définition de la sorcellerie, dont le premier modérateur a dit qu'il n'y a pas une définition exacte de la sorcellerie, mais il a tenté de faire des approches en cherchant des définitions locales qui touchent à certaines appellations selon les tribus telles que le Ngben, le Urukuzu, les pratiques de charlatanisme, le maraboutage et consorts. Donc je pense qu'au sortir de cet atelier, je vais pérenniser ces acquis-là pour aller les vulgariser dans mon unité en ma qualité de chef de bureau sensibilisation au sein de l'unité de ma provenance. Selon un rapport du département d'État américain en 2005, suite à des enquêtes à la prison pour femmes de Bimbo, le pourcentage de détenus pour sorcellerie variait entre 50% et 60%. Lors d'une visite du personnel de la MINUSCA à la prison pour femmes de Bimbo en février 2017, il a été documenté que sur 46 femmes, 21 étaient détenues pour sorcellerie. Les accusations de sorcellerie en République centrafricaine sont un fléau qui nécessite l'attention des acteurs de la chaîne pénale. Et pour contribuer à attirer l'attention de la population sur ce phénomène, la police de la MINUSCA lancera dans les semaines à Bangui et dans les préfectures une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux enfants sur base d'accusations de sorcellerie. Merci Merveille. Le but de l'éducation est d'apporter à l'enfant un cadre et le savoir-vivre nécessaire pour son bon développement et son bien-être dans la société. L'éducation peut être assimilée à une clé qui permettra à l'enfant d'ouvrir des portes et d'évoluer tout au long de sa vie. Suivons un reportage sur le centre d'éducation des sourds-muets de Bangui. Serge Koswate et Constantin Goutendi étaient sur le terrain. Situé au quartier Benzville, dans le 5e arrondissement de Bangui, le centre d'éducation et de formation des sourds-muets, appelé autrefois École Fata, qui veut dire en arménien « Ouvre-toi », a été créé en 1978 par le révérend pasteur missionnaire Andrew Foster de nationalité américaine. Le ministère des Affaires sociales a pris la relève après le décès du père fondateur et a changé le nom pour devenir Centre d'éducation et de formation des sourds-muets et aveugles le 3 octobre 1994. Le centre a pour vocation d'assurer la formation des enfants sourds-muets, aveugles et autres vivant avec handicap. Ce centre dispose de 2 sections en son sein, la section formation, éducation et la section formation professionnelle qui n'est plus fonctionnelle après plusieurs pillages. Notre établissement suit le même programme que l'éducation nationale, c'est-à-dire toutes les disciplines qui sont dispensées, les matières qui sont dispensées à l'éducation nationale, nous les répercutons également au niveau de notre centre ici. Donc c'est dire que ici nous formons les élèves également sur la grammaire, le calcul, puis toutes ces disciplines-là dont l'éducation nationale est vraiment officialisée au niveau du fondamental 1. Unique centre de la République centrafricaine, ce centre n'a pas d'enseignants qualifiés. Des parents se sont volontarisés pour donner des cours aux élèves. Ces volontaires sont pris en charge par l'association des parents d'élèves à raison de 15 000 francs CFA par mois par enseignant. La relève des enseignants des sourds-muets paraît un peu délicate du fait que l'établissement n'offre aucune opportunité aux enfants sourds-muets de poursuivre des études secondaires et universitaires. Non, je n'ai pas de difficulté à communiquer avec ces enfants parce que j'ai fait 8 ans avec ces enfants. Donc j'ai habitué avec les enfants et j'ai appris la langue de signes pour communiquer avec ces enfants. La section protection de l'enfant de la MINUSCA accorde de l'intérêt à l'accès des enfants à l'information. Il a organisé un atelier sur la Convention des droits de l'enfant à l'intention de ces enfants. Nous sommes aujourd'hui avec un groupe d'enfants de sourds et muets et nous voulons célébrer à partir avec ce groupe la Convention des droits de l'enfant
Et un des grands principes de la Convention des droits de l'enfant, c'est la non-discrimination. Et le faire avec un groupe qui souvent n'est pas très consulté et ne participe pas beaucoup, c'était important pour la protection de l'enfance de la MINUSCA. L'un des articles de la Convention relative aux droits de l'enfant recommande la protection de l'enfant contre toute forme de discrimination et la prise de mesures positives pour favoriser le respect de ses droits. En tout cas, cette formation est la bienvenue par rapport à la situation de mes enfants, puisque vous savez que mes enfants bénéficient d'une communication particulière, en ce sens qu'ils ont un langage, on appelle ça langue des signes, donc ils communiquent avec les signes. Alors si la MINUSCA a préféré vraiment nous réunir ce matin, je pense que c'est vraiment la bienvenue cette formation de mes enfants aujourd'hui. Joël Waratinou, formé au Centre Christian Mission pour les surdoués au Nigeria, dispense seul plusieurs matières, entre autres la géographie, la science d'observation, les mathématiques, la grammaire française et les conjugaisons. J'entends par les signes que j'ai appris au Nigeria, comme la lecture, j'entends par les signes et la communication totale par les signes pour les enfants sourds-muets. Nous avons beaucoup de problèmes. Il nous manque d'encadreurs ici. Nous demandons aussi au gouvernement de nous aider pour la construction de bâtiments ici. Ouvrir un centre pour les sourds-muets, ouvrir un centre médical, ouvrir un lycée, ouvrir des collèges pour des séminaires et la formation des enseignants aussi. Un centre de formation pour la menuiserie aussi. Je souhaiterais aussi que le gouvernement forme des enfants plus tard. Quand je suis retraité, les enfants formés peuvent aussi travailler ici à l'école. Le directeur du dit centre a demandé l'implication du ministère de l'Éducation nationale pour former des encadreurs pour les élèves sourds-muets afin de permettre à ces enfants de poursuivre les études au niveau secondaire et universitaire et de décentraliser le centre dans les arrondissements de Bangui afin de donner la chance à tous les enfants. Le problème d'orientation des élèves, parce que quand vous constatez un élève qui arrive à la fin de son cycle de formation du primaire, il n'a pas de débouché, ni pour être orienté dans une formation professionnelle, ni pour suivre aussi loin ses études au niveau du fondamental 2. Alors que la Convention des droits de l'enfant donne mandat à tout enfant d'être éduqué et de poursuivre aussi loin ses études comme tout autre enfant normal. Ce centre n'offre aucun débauché ou ni opportunité d'emploi aux enfants vivant avec handicap depuis sa création en 1978 jusqu'à ce jour. Et ils n'ont pas de débauché après l'obtention du certificat d'études fondamentales 1 CEP. Je m'appelle Ndobanuela, j'ai 20 ans. Je souhaiterais devenir couturière. Je suis venue ici pour apprendre à lire, à compter et à parler français. Je demande aux parents d'inscrire leurs enfants à l'école pour que les enfants puissent apprendre à lire et à écrire. L'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'information et à l'emploi demeure une priorité pour les personnes vivant avec handicap. Le recrutement des interprètes traducteurs dans les services publics comme les hôpitaux, la télévision et le centre de sensibilisation permettra à ces personnes d'être au même niveau d'information que les autres. Il y a un problème de manque d'infirmerie. Le problème ici est que la plupart de nos enfants, ils sont trop agressifs. Et quand nous constatons, une fois quand ils se blessent, nous avons des problèmes d'orientation parce qu'ils auront des difficultés de communication avec un personnel soignant au niveau d'une formation sanitaire. La situation des enfants sourds-muets en République centrafricaine nécessite l'attention particulière des autorités du pays pour leur intégration dans la société. La création d'un cycle secondaire leur permettra de poursuivre aussi loin leurs études et la création d'un centre de formation professionnelle serait un atout pour leur insertion socio-économique. Merci Constantin. Le président Faustin Archange Touadéra a officiellement lancé les travaux de l'atelier de validation du document de stratégie nationale sur la réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique.
La réduction des risques de catastrophes climatiques permet de sauver des vies car elle aide à limiter l'ampleur des risques auxquels les gens sont exposés et le niveau des dommages qu'une crise peut causer. Un reportage de Désiré Yangou et de Juvenal Koerépédé. L'hémicycle de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine a servi de cadre à l'organisation d'un atelier de validation du document de stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes d'adaptation au changement climatique. Cet atelier de 3 jours a été organisé par le ministère de la Promotion du genre, de la femme, de la famille et de l'enfant en partenariat avec la Croix-Rouge centrafricaine. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a vu la présence du président Faustin Archange Touadéra, du président de l'Assemblée nationale Simplice Mathieu Sarandi, du Premier ministre et chef du gouvernement Félix Moloua et de la chef de la MINUSCA Valentine Rogwabiza. L'atelier permettra aux participants de comprendre les risques de catastrophes et d'investir pour leur réduction afin de renforcer la résilience et organiser une réponse efficace. La République centrafricaine, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation des Nations Unies, s'est engagée depuis 2012 à réduire les risques de catastrophes et à faire face aux effets néfastes du changement climatique d'ici 2030. Toutefois, les réponses nationales ont toujours été ponctuelles, sans aucune stratégie durable. Par ailleurs, le pays ne dispose d'aucun cadre stratégique en la matière approuvé et appliqué au niveau national et la législation dans le domaine demeure fragmentée, se caractérisant par l'existence de plusieurs textes. L'urgence pour nous, membres du comité, était la disponibilité d'une stratégie nationale en la matière, intégrant la dimension de la résilience des populations face au changement climatique, assortie de la mise en place d'une plateforme nationale. L'objectif de ce document de stratégie nationale est d'agir sur les causes et les effets des risques de catastrophes déterminés par la vulnérabilité sociale et environnementale liée aux aléas naturels ou à de l'action de l'être humain, tout en planifiant la réponse aux catastrophes, le relèvement et la reconstruction. Durant les crises que la République centrafricaine a connues depuis décembre 2012 et en décembre 2020, les interventions se font d'une manière non coordonnée et éparpillée, ce qui réduit considérablement leur impact sur les populations. Il manque à ce jour un cadre national de concertation et de coordination opérationnelle avant, pendant et après un désastre, un sinistre, une crise ou une catastrophe quelconque. C'est justement cette situation qui a poussé l'ensemble des partenaires techniques et financiers engagés dans la réduction des risques de catastrophes au niveau national et mondial à solliciter au pays l'adoption, l'intégration puis la prise en compte des recommandations issues du cadre de Sendai, premier instrument juridique en matière de réduction des risques des catastrophes auxquelles la République centrafricaine fait partie. Le monde est bouleversé par les événements d'origine diverses, engendrant les grands dégâts naturels et humains. La République centrafricaine n'est pas épargnée. Face à ce défi, le gouvernement et ses partenaires s'engagent à doter la République centrafricaine d'une stratégie nationale de prévention et de réduction des risques de catastrophes pour une meilleure adaptation au changement climatique grâce à la mise en œuvre de son plan d'action. À l'instar des autres pays du monde, est exposé aux aléas naturels, sanitaires et anthropiques. Les impacts de plus en plus croissants de ces aléas sont à l'origine des catastrophes récurrentes exacerbées par les vulnérabilités de tous ordres. Face à ces défis qui menacent l'existence de l'humanité, chaque pays du monde doit trouver au niveau national des solutions innovantes et durables contre les effets des changements climatiques. Ce document de stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique
fait une analyse du contexte national, de la situation géographique et définit la politique pour juguler les risques de catastrophes en République centrafricaine. Merci Juvenal. Nous recevrons tout à l'heure le directeur adjoint de la section des affaires civiles de la MINUSCA, Guy Sezounou, dans une interview exclusive. Il répond aux questions de Billy Amino Alao sur le rôle, les actions menées auprès de la population et des autorités centrafricaines, ainsi que sur les défis de cette section de la MINUSCA. Restez avec nous. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Billy Amino qui s'est entretenu avec Guy Sezounou. Monsieur Guy Sezounou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la section des affaires civiles de la MINUSCA. D'entrée de jeu, dites-nous, pourquoi ce nom affaires civiles et quel est le rôle de cette section dans la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA? Le nom affaires civiles vient d'une différence que nous avons voulu marquer entre les affaires civiles et les affaires politiques. C'est très clair que les affaires politiques s'occupent des questions politiques au niveau institutionnel le plus élevé. Or, pour les affaires civiles, ce que nous voulons, c'est quoi? Ce que nous voulons transmettre, c'est que c'est la centralité de la société civile, des différents segments de la société civile dans la résolution des conflits. Ce qui amène les affaires civiles à travailler au quotidien avec les actions de la société civile, avec les hommes, avec les femmes, avec les autorités locales, avec les leaders religieux et tout ce qui fait la société civile, parce que nous estimons que pour faire la paix, il faut pouvoir faire la paix au niveau local, au niveau grassroots le plus élevé. Et justement, vous avez mentionné quelques acteurs. Quels sont les acteurs au niveau local ici à Bangui dans la mise en œuvre au quotidien de vos activités et quelles sont ces activités-là? Il est très clair que le travail que nous faisons, nous avons un engagement au quotidien avec les communautés. Donc la première personne, c'est le préfet avec lequel nous travaillons au quotidien. Nous travaillons avec les sous-préfets, nous travaillons avec les maires, nous travaillons avec les leaders religieux et nous travaillons avec les organisations de femmes, les organisations d'hommes. Nous travaillons même avec les groupes d'ex-combattants qui sont sur le terrain. Donc toute la communauté, c'est ainsi que nous réussissons à bâtir un véritable partenariat pour la paix au niveau local. Au cours de ces dernières années, dites-nous, quelles sont les grandes réalisations de la section des affaires civiles en matière de protection des civils, restauration de l'autorité de l'État et aussi dans le domaine du dialogue et de la réconciliation? Je me rappelle comme si c'était hier, en 2016, quand je suis arrivé dans ce pays et pris fonction comme directeur adjoint des affaires civiles, il y avait un problème majeur. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la section des affaires civiles. Le grand problème, c'est la crise qu'il y avait au niveau du PK5, où la communauté musulmane qui était dans cette enclave, ce qu'on appelle enclave en ce moment-là, n'avait pas accès à son cimetière qui était à Bimbo Boeing, parce que c'était une enclave contrôlée par les anti-Balaka. Donc, il s'agissait d'un problème extrêmement grave, parce qu'il s'agissait d'une question sanitaire, ne pas pouvoir enterrer dans la dignité ses morts, ce qui amenait les musulmans à enterrer leurs morts dans les maisons, dans les espaces privés,
Et cela était très dangereux. Ensuite, cela renforçait la crise et la méfiance entre les communautés et cela pouvait déboucher par un massacre une situation que personne ne pouvait contrôler. Donc il fallait agir et agir vite. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mobilisé toute la communauté, tous les segments de la société centrafricaine. Nous avons parlé avec Monseigneur Zapalenga, nous avons parlé avec les imams, nous avons parlé avec les autres leaders religieux, nous avons parlé avec les groupes d'autodéfense de Picassin, nous avons parlé avec les anti-Balaka, nous avons réussi à mettre tout le monde ensemble. Et cela a payé et un pacte de non-agression a été signé entre les musulmans et les chrétiens, ce qui a donné à partir de ce moment accès aux musulmans, l'accès aux cimetières aux musulmans. Et en termes de restauration de l'autorité de l'État? Oui, la restauration de l'autorité de l'État, c'est quelque chose de majeur dans un processus de paix. Parce que nous devons retenir quelque chose. Toutes les fois, quand on parle de restauration de l'autorité de l'État, c'est que l'État a chancelé sur ses bases. Et une partie du territoire n'est plus sous le contrôle de l'autorité de l'État. Nous avons, après discussion avec le gouvernement, après de longues concertations avec divers acteurs, il faut doter l'État d'une stratégie de restauration de l'autorité de l'État. Et nous avons recruté les consultants qu'il fallait, nous avons créé les partenariats qu'il fallait avec la Banque mondiale, avec le PNUD, avec les autres agences des Nations Unies, et cette stratégie a été bâtie. Parlons maintenant de la priorité du mandat de la MINUSCA, la protection des civils. Oui, la protection des civils est majeure. Quand vous réussissez à restaurer l'autorité de l'État, c'est que l'État est présent. C'est que les forces de défense et de sécurité sont présentes et sont capables de jouer leur rôle. C'est que les préfets et les sous-préfets sont présents et peuvent mobiliser la reconstruction du pays et sont capables de délivrer les services urgents, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire l'électricité, c'est-à-dire la santé. À partir du moment où vous réussissez ça, c'est que dans cette communauté, vous créez la paix et l'harmonie. Sur un autre plan, la section des affaires civiles gère aussi ce qu'on appelle les projets à impact rapide pour l'ensemble de la mission. Dites-nous, qu'est-ce que c'est, les projets à impact rapide, comment ça se fait et quels sont les défis et les acquis dans ce domaine? Les CRIPS, ce qu'on appelle les projets à impact rapide, ont été conçus, ont été inventés pour assurer et renforcer la crédibilité des missions des Nations Unies. Parce que quand un pays sort de la guerre, le pays il est généralement détruit. Et nous savons que depuis l'indépendance, ce pays n'a jamais eu l'espace ni le temps de se consacrer à ces questions de développement. Il y a eu des crises récurrentes tout le temps. Et nous nous sommes évertués avec le soutien de tout le monde à pouvoir construire des routes, à construire des ponts, à travailler sur la résilience économique des communautés. Parce que les gens ne disposent plus de ressources pour se nourrir. Donc les activités génératrices de revenus ont été un outil important dans le relèvement de ce pays. Et c'est grâce et à cette modalité dont nous disposons, c'est grâce au projet Impact Rapide dont nous disposons que la mission a les moyens de véritablement satisfaire les besoins au quotidien, les besoins les plus pressants des communautés. Les projets Impact Rapide permettent d'intervenir de façon prompte, de façon rapide et les ressources sont ainsi dégagées, décaissées pour que véritablement sur le terrain, on puisse faire la différence. Et c'est ce que nous essayons de faire. Quels sont les acquis et les défis de la section des affaires civiles dans la mise en œuvre au quotidien de ces activités? Oui, les défis, je dis souvent aux amis qu'il y a des défis structurels. Je vous donne un exemple. Dans nos papiers pour les projets Impact Rapide, la règle est que tout projet démarré doit être conclu au bout de 6 mois. Or, en Centrafrique, ce n'est pas possible. La Centrafrique, ce n'est pas la Côte d'Ivoire où on peut partir d'un point A, on peut partir d'Abidjan et après 1 heure, on se retrouve à Yamoussoukro. La Centrafrique, ce n'est pas le Bénin où on peut partir de Sakété à Kétou en quelques minutes. Les routes sont délabrées et les groupes armés sont toujours là et sont toujours très dangereux. Donc, il y a des défis. Ces défis-là empêchent la réalisation dans le temps imparti des activités, des projets à impact rapide. Et cela, nous allons le surmonter tranquillement. Nous allons le surmonter parce que le gouvernement autocontrôle. Je sais que beaucoup de projets sont en œuvre pour permettre à ce pays de véritablement créer les services nécessaires pour que l'économie puisse redémarrer. Donc, le premier défi, c'est ça. L'autre défi aussi, je parlais des CUBS, les partenaires de mise en œuvre, parce que ces projets à impact rapide sont mis en œuvre par des partenaires de mise en œuvre, c'est des Centrafricains. Et c'est très difficile d'assurer la sincérité du travail qui est fait. Parce que nous avons des partenaires de mise en œuvre qui sont indélicats.
et qui distrait les ressources des Nations Unies, mais nous restons très vigilants. Donc nous essayons de mettre en place des mesures de contrôle très sévères pour décourager toute activité de détournement de ces ressources-là. Les autres défis aussi, c'est des défis, il faut pouvoir travailler avec tout le monde. Il faut pouvoir recréer dans la mission et renforcer dans la mission la cohésion et la coopération et la synergie de nos activités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé au niveau des affaires civiles de bâtir des partenariats au-delà même des frontières de la mission. Parce que nous travaillons avec les agences des Nations Unies, nous travaillons avec le PNUD, nous travaillons avec l'UNFPA, nous travaillons avec l'UNICEF, nous travaillons avec tous les partenaires pour que notre réponse soit une réponse efficace et une réponse qui permettent d'apporter des changements dans le quotidien des Centrafricains et des Centrafricaines. Et que diriez-vous en termes d'opportunités? Oui, les opportunités, c'est la chance dans cet ensemble-là de continuer à travailler et d'apprendre aussi des autres. Parce que quand je parle de la coopération que nous avons avec les communautés, aujourd'hui, la grande opportunité, c'est que nous avons créé des acteurs de paix partout en Centrafrique. Et si bien que si la mission se retire, il y a ce qu'on appelle les communautés, les comités de liaison, de paix et de réconciliation que nous avons pu mettre en place avec le soutien du gouvernement. Donc, ces structures qui sont des structures aujourd'hui locales, que je vais dire des structures endogènes, sont capables de gérer les questions de conflits et d'apporter l'expertise qu'elles ont pu acquérir pendant toutes ces années-là dans la résolution des conflits dans ce pays. De même que pour toujours les projets à impact rapide, nos partenaires de mise en œuvre, ils acquièrent de l'expertise tout le temps dans la construction, dans comment construire. Et cela leur permet de pouvoir s'installer à leur propre compte et de devenir véritablement des agents de développement dans ce pays. Donc, tout ça a fait que c'est avec beaucoup d'espoir que je vous parle aujourd'hui en me disant que c'est vrai que la Centrafrique traverse des moments difficiles, mais le danger est derrière nous et que ce pays marche résolument vers son développement, marche vers la prospérité et marche vers le développement, vers la paix. Monsieur Guy Saïsonou, je vous remercie. C'est moi qui vous dis merci. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la section des affaires civiles de la MINUSCA. Merci, Philippe. Merci. Merci Billy Amino Alao. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swembo. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.